Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, surtout avec tout ce vert dans lequel on a certains altcoins qui sont en train de se réveiller, et notamment Ethereum. Ethereum qui commence à prendre des couleurs, un signe de force, ce qui est agréable et ce qui emmène aussi un certain nombre d'altcoins comme ENS qui s'emportent aussi avec cette bonne nouvelle. On va regarder ce qui est en train de se passer, pourquoi BTC est en train de reprendre des forces, est-ce que c'est un signe qui est positif, ou est-ce qu'on est vraiment dans une zone de rechargement de vente, et donc on peut s'attendre à une chute. Je vous explique tout maintenant. Et avant de commencer, je vous rappelle que hier c'était 3 ans de la chaîne, 4000 vidéos, et pour l'occasion j'organise une masterclass dimanche 1er décembre à 18 h, dans lequel je vais revenir sur l'ensemble du marché, ce qui se passe concrètement, quel est mon plan pour les semaines à venir, ce qui se passe au niveau des altcoins, les altcoins qui sont vraiment très intéressants. En ce moment, globalement, on passe en revue tout ça. Si ça vous intéresse, pour s'inscrire, c'est en commentaire et en description. Et on attaque tout de suite avec Mara, qui achète 615 millions de dollars de Bitcoin, soit 34 794 BTC. Alors exactement, ça augmente leur holding, donc c'est leur montant de Bitcoin qu'ils détiennent, plus de 34 000 BTC détenus par une société dont le travail c'est de miner du Bitcoin, d'accord? Et pourtant, elle en achète, elle n'en vend pas. Comprenez bien que là, il y a quelque chose qui est en train de se faire, il y a un tournant qui est en train de se mettre en place, et ça, c'est dû principalement à MicroStrategy. MicroStrategy qui a encore augmenté le nombre de bitcoins qu'ils détiennent, plus de 40 000 qui ont été achetés, et ça n'arrête pas, parce que maintenant nous avons Rumble qui annonce lancer aussi un Bitcoin Treasury Strategy, comme est en train de faire MicroStrategy, un petit peu différemment. On parle de 20 millions de dollars qui ont été injectés. On a à l'origine, justement, Michael Saylor, qui avait posé la question, parce que ça date du 25 novembre, sur le fait que Hut8 détenait 9100 BTC sur sa balance sheet, et a priori devait continuer à augmenter. Et là, on voit Mara qui achète. Mara qui fait exactement la même chose, avec une note convertible pour pouvoir acheter du BTC, et que c'est vraiment la stratégie de MicroStrategy. On est dans cette démarche où il est en train de convaincre un certain nombre de sociétés. On sait qu'il a pitché notamment à Microsoft. Microsoft a posé la question à ses détenteurs d'actions si oui ou non une partie des dividendes, une partie de la trésorerie de la société devait être passée en Bitcoin. Il y a une réflexion autour de l'utilisation de Bitcoin comme levier pour arriver à faire ce qu'a fait MicroStrategy. Je vous montre un petit peu. Hop, on dézoome, dans lequel on avait une action en janvier 2024, pour être un petit peu précis, avec février 2024, qui était à 55, on a fait x10 en moins d'un an. D'accord, on a fait x10 en moins d'un an. Alors oui, il y a de la volatilité, plutôt classique, dans lequel, ici, à 546 $, on a eu un retracement violent, oui, mais qui n'est pas si violent que ça. Quand on regarde, on est toujours dans la continuité de tendance, et ça correspond aussi aux respirations qu'on peut retrouver au niveau du marché de Bitcoin, sauf que MicroStrategy, c'est du levier sur Bitcoin. Pour faire encore très simple, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps pour vous expliquer les intérêts et les risques de cette stratégie. Il faut comprendre que Michael Saylor, derrière, veut utiliser MicroStrategy, la société, pour lever de la dette, et avec cette dette, acheter du Bitcoin. Plus la société détient du Bitcoin, plus le cours est valorisé, plus il peut emprunter, et ainsi de suite. D'accord? Et c'est un petit peu ce que d'autres essaient de faire, et quand on regarde Mara, encore une fois, je répète, le but de cette société, c'est de miner du Bitcoin. Généralement, dans ce type de business, c'est on vend une partie du Bitcoin qu'on est en train de produire pour pouvoir payer notamment les installations et les frais électriques qui sont assez conséquents. Là, ce n'est pas le cas, on achète du Bitcoin en levant de la dette, et c'est quand même intéressant de comprendre que même ceux qui produisent du Bitcoin sont en train de l'acheter, enfin, même ceux. On parle de Mara, on parle d'un acteur, mais on parle quand même d'une série d'acteurs qui copient ce qu'est en train de faire MicroStrategy, et jusqu'où ça va aller. Et à partir du moment où on aura des géants comme Microsoft qui le feront, à ce moment-là, je pense qu'il y aura une mode qui se fera énormément. Si jamais MicroStrategy est validé dans des ETF, dans lequel on a de l'injection continue de liquidité, parce que c'est un petit peu ça, on rappelle que les fonds monétaires américains déversent énormément de liquidités dans des ETF sectoriels, ou dans des ETF comme le S&P 500 et le Nasdaq. Donc, plus on va monter dans ces ETF, plus on va avoir de liquidité, plus on a de liquidité, plus on a une capacité de lever la dette, et plus on va acheter du Bitcoin, et donc plus on peut avoir une spirale qui va se mettre en place. On rappelle juste où on en est, avec ici un petit rappel, notamment de Goku qui partage ce graphique, dans lequel on n'a pas encore vraiment d'intérêt. On a vraiment très peu de ce qu'on appelle retail, c'est-à-dire les personnes qui sont arrivées principalement
depuis peu de temps, qui ne sont pas les institutionnels, qui sont voilà, les personnes classiques. Et on voit que ce n'est pas le cas, on n'est pas encore dans cette phase-là. On l'avait été dans l'annonce qui avait fait vraiment beaucoup de bruit sur les ETF de BlackRock. Oui, là ce n'est pas le cas. Là c'est pas le cas, on est toujours dans cette phase tranquillement d'accélération. Et ça va être encore le cas ce week-end, dans les jours à venir, aujourd'hui aussi, parce que c'est Thanksgiving. On vous le rappelle que là, nous sommes jeudi Thanksgiving, qui est une journée qui est relativement calme, et que même c'est une semaine qui est calme, parce que Wall Street finira à 13 h demain, donc assez peu de volatilité sur le marché traditionnel. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir d'injection de liquidité dans BTC, mais en tout cas, on n'aura pas du Nasdaq et du S&P 500 qui pourront influer directement sur BTC, et il faut savoir que généralement ce week-end de Thanksgiving est un week-end pour les cryptos qui a toujours été un peu intéressant, quand on regarde notamment en 2020, dans lequel on a eu l'explosion aussi, une hyper-accélération dans cette phase-là, et on pourrait espérer aussi avoir cette hyper-accélération sur ce week-end-là. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens se réunissent, les gens discutent, parlent de ce qui s'est passé, et là on dézoome, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de vous dire que si on dézoome les personnes qui ont acheté depuis le dernier Thanksgiving Bitcoin et les cryptos, bon, on se place ici, là on va dire en janvier, fin décembre 2024, j'ai envie de vous dire, sur BTC, on est à 140% sur les altcoins, certains altcoins, on est bien haut, donc encore une fois, beaucoup de choses à discuter, beaucoup de choses à convaincre, et c'est un petit peu ce qu'on peut voir. J'étais notamment sur le salon S'Investir, Investir Day, pour voir un petit peu ce qui se passait, et on avait des personnes qui étaient dernièrement en train de discuter, notamment une jeune fille qui expliquait que son frère lui avait parlé des cryptos et qu'il avait fait des grosses performances, et du coup elle était en train de s'intéresser, et faisait toutes les différentes conférences pour écouter ce qui se disait, et écouter justement s'il y avait un intérêt ou pas à rentrer. Et ça, c'est quelque chose qui va se faire, notamment dans le week-end de Thanksgiving aux USA, parce que c'est un week-end qui est important, et parce que aussi, on a un Donald Trump qui est pro-crypto, qui l'a fait savoir, et ici, on va avoir certainement du mouvement, en tout cas, on va voir est-ce que oui ou non, on a cette arrivée de retail qui nous manque par rapport à ce que nous montre Goku. On pourrait l'avoir, en effet, ce week-end. Parce que, encore une fois, le week-end, c'est pas là où les institutionnels se présentent, et c'est ça qui va être intéressant. Voir si BTC réagit. Pourquoi c'est important? Parce qu'on est dans une zone qui peut faire un petit peu peur, dans lequel on est allé chercher ce dont on avait parlé justement dans la quotidienne d'hier, ce gap ici, cette imbalance qui se trouve là, et qui est en fait un rechargement de short. On voit qu'on a une réaction baissière très forte ici, et généralement quand on a ce type de réaction, ça sous-entend qu'on va aller chercher à minima ce niveau-là, voire peut-être un petit peu plus bas. Et si on redézoome ça, on aurait cette transposition ici de quelque chose qui serait une impulsion baissière, un retracement, encore une impulsion baissière, avec derrière, si on prend l'extension de Fibonacci pour se projeter un petit peu, où on peut aller sur une extension plutôt classique, qui va être une 1 ou un 1, qui est en fait la même typologie d'expansion qu'on pourra avoir. Hop, on serait dans les alentours de 88, 87 000, c'est-à-dire qu'on irait retester toute cette partie de travail. Donc ça, c'est une des théories, et là-dessus, pour la valider, il faut casser ce niveau bas, il faut casser les 91 000, et si jamais on les tient, si jamais on les maintient, ça veut dire qu'on a bien validé ici notre break of structure, et donc on va maintenir potentiellement dans les alentours 92, 93 pour repartir à la hausse, et là ce serait plutôt positif, dans lequel on verrait un week-end Thanksgiving avec une accélération pour retester les 100 000. Parce que là on aurait bien ici, première vague, deuxième vague, troisième vague, pour ensuite repartir, consolider là, et donc on aurait bien un reversal qui se ferait, et quelque chose qui serait, encore une fois, très propre, un petit peu comme on pourrait voir ici, comme un travail du cours, avec une accélération, une perte, un retest, et une réaccélération, et on va casser à la hausse, soit retester les 100 000, soit casser les 100 000, et ce serait d'ailleurs une très belle chose de casser les 100 000 $ au niveau de Thanksgiving. Ça donnerait beaucoup de choses à se dire durant cette période-là aux USA, et qui pourrait entraîner justement des achats massifs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on n'est pas les seuls à avoir cette réflexion. Quand on regarde les top traders, on voit qu'on maintient des niveaux clés, on rachète, en fait, on a racheté cette partie de baisse, on maintient ici ce top-là, et cette vente n'est pas encore rachetée, mais je pense qu'elle le sera bientôt. On a un funding rate qui est toujours assez haut, qui se maintient, et on a un open interest aussi qui se maintient, donc on a un intérêt sans forcément avoir une surchauffe, et ça, c'est positif sur le long terme, surtout qu'on a des nouvelles injections dans les ETF Bitcoin avec 103 millions qui ont été déversés hier. Ce qui va m'intéresser, ça va être surtout les chiffres d'aujourd'hui et de demain.
avec un marché qui est plutôt fermé, une fin d'année qui se rapproche, on est sur le fin novembre, est-ce que oui ou non on aura une réaction qui sera suffisamment forte? Surtout demain on parlera vraiment de cette notion de clôture mensuelle d'un mois de novembre qui a été quand même extraordinaire, donc on va aller regarder tout ça, mais ce sera plutôt demain. Au niveau de l'analyse on-chain, ce qui va être intéressant, c'est toujours comparer par rapport à ce graphique de Goku que je vous ai donné, c'est clairement se poser la question où on en est au niveau du ratio des short-term holders, voir si on est en surchauffe, pas en surchauffe, est-ce que les personnes sont vraiment en positif ou non, et où on se situe dans ce cycle. Ce qui est intéressant de voir, c'est que on compare par rapport à 2021, on a ici des petits flags qui sont orange, voire ici sur le cours rouge, qui sont les zones de saturation au niveau de l'indice, et on voit qu'on est à peine dans la première partie orange, donc du coup qu'on serait potentiellement ici, ou ici, d'accord? Et ça tombe quoi? Bah ça tombe en novembre 2020 et décembre 2020, d'accord? Donc on est en plus dans cette notion de temporisation, de temporalité, et l'accélération se fait principalement sur l'accélération sur la fin d'année, puis janvier, et ensuite deuxième accélération sur février, mars, avril, et ensuite on a eu la chute de fin avril, mai, qu'on a connu en 2021. Donc on peut avoir exactement la même chose, on est sur le même niveau, dans le même niveau de temporalité, on est dans le même engouement, on a eu aussi des grosses performances avant, donc on a tout qui se met en place pour avoir peut-être un week-end qui sera très vert, et on a même notre ami Ethereum qui se réveille, qui sort de son tombeau, qui me dit « mais vous inquiétez pas, je suis toujours là avec la rupture des 3500, niveau très important dans lequel on est allé chercher ce top-là, et on a clôturé, notamment en daily, au-dessus des 3560, niveau qui était essentiel parce que c'était le top qui avait entraîné ici le bas de cette accumulation, et cette rupture nous permet de dire qu'on a bien un réveil d'Ethereum qui est en train de se faire. Il va falloir surveiller justement la réaction. Est-ce qu'on a une forme de respiration puis une réaccélération, ou est-ce qu'on casse directement et qu'on va casser les 4100? Là je peux vous dire que ça peut aller très vite au niveau d'Ethereum. Et ce qui explique pourquoi on a une accélération en ce moment d'un certain nombre de projets qui gravitent autour de l'écosystème Ethereum, parce qu'on a un intérêt, et ça se voit aussi que l'intérêt est sur les futurs, au niveau du CME, Chicago Mercantile Exchange, qui est la partie institutionnelle des futurs, où on voit bien une augmentation de l'intérêt qu'a Ethereum au niveau des futurs. On est passé ici, dans la partie basse, hop, on est arrivé à 860 millions de dollars, et on est parti à quasiment 2,6 milliards de dollars, donc on a un intérêt qui arrive, un intérêt qui est fort, et qui est plutôt positif, et que l'on voit aussi au niveau d'Uniswap, qui voit des records mensuels de volume sur les Layer 2 au niveau de la DeFi. Et oui, Ethereum, c'est la finance décentralisée. Si on a un retour d'Ethereum, on a un retour aussi de la finance décentralisée. Est-ce que c'est peut-être même pas l'inverse? Est-ce qu'on n'a pas une cohérence entre les deux? Et il y a peut-être un intérêt à surveiller, comme on a pu le voir sur Uniswap hier, des super performances. Est-ce qu'on n'aurait pas une accélération de certains protocoles, toujours décentralisés, avec Ethereum qui suit, parce que il y a un intérêt de ce côté-là, il y a plusieurs choses qui sont en train de se mettre en place, notamment on-chain. Alors je vais pas rentrer dans le détail ici, mais il y a des éléments qui sont importants, comme par exemple la taille des blocs, les frais nécessaires pour saturer les blocs, et là on arrive à des zones qui sont vraiment cruciales, où peut-être on va avoir une récupération de la valeur qui avait été laissée au layer 2 par Ethereum, et ça peut se faire dans quelques jours, quelques semaines, à surveiller vraiment de très près, parce qu'on rappelle que la crypto et la finance centralisée et les stablecoins mettent une pression énorme au niveau de la gestion bancaire, du domaine bancaire et des banques centrales, et ici, on a un intérêt à ce que la finance centralisée redémarre, surtout qu'on a un changement de politique aux USA qui pourrait accélérer peut-être aussi le changement de politique que l'on pourrait avoir au niveau de la banque centrale américaine, la Fed, et ça va être l'année prochaine, à partir du moment où il y aura une investiture, le 20 janvier, je vous le rappelle, on verra bien les 100 premiers jours, ce qui se passera durant cette période-là. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que BTC perd toujours sa dominance, on a une forme de respiration qui est beaucoup plus forte, donc ça veut dire qu'on a bien de la liquidité qui se déverse dans les altcoins, on l'a vu avec Ethereum, oui, mais il n'y a pas que ça. Quand on regarde le Total 3, on voit bien qu'on a une accélération aussi qui se trouve bien au niveau des ensembles des altcoins, avec, oui, certes, je suis d'accord avec vous, des altcoins qui sont sur la finance centralisée, des altcoins qui sont potentiellement autour d'Ethereum, mais pas que, encore une fois. Et quand on regarde tout ça, j'ai envie de vous dire, on est quand même plutôt léger en termes de funding rate, donc ça veut dire qu'on n'a pas trop de levier, pas trop d'intérêt à aller liquider tout ça. Par contre, sur une rupture des 100 000 $, il va falloir surveiller de très près ce qui pourrait se passer, parce qu'on pourrait avoir un retournement pour liquider si jamais on va en surchauffe, chose qu'on a déjà vu dans cette période-là, et qu'on pourrait voir même dans des périodes comme le 5 août,
Et oui, le 5 août, ça a été une période de liquidation très forte, et il faut surveiller est-ce qu'on pourrait retourner à ça ou pas. Et j'aimerais d'ailleurs vous partager deux choses importantes pour terminer cette vidéo avant de retourner sur réellement la comparaison BTC-Altcoin. C'est qu'il faut faire attention entre ce qui est dit et ce qui est fait. Encore une fois, par exemple, là j'ai un article que je voulais vous présenter, mais malheureusement il a été supprimé. Quand on clique dessus, donc là on parle de Cardano, on parle de Charles Hoskinson, donc qui est le fondateur de Cardano, et malheureusement l'article est en 404, n'existe plus, alors que c'était un article qui était très bien, qui montrait les manipulations que l'on pouvait voir autour de Cardano et autour de l'image de Cardano, et que peut-être cette personne, le fondateur de Cardano, était peut-être néfaste pour le protocole en lui-même, et je voulais aussi vous montrer que ici, quand on compare réellement les blockchains qui sont en cours de travail, dans lequel on a des commits, des développements actifs sur les 7 derniers jours, on voit Ethereum, on voit Scale, on voit Solana, Atom, BNB, Pol, Arbitrum, DOT, BTC et ICP, enfin ICP et BTC. Donc on a quand même beaucoup de blockchains qui sont en train d'évoluer, qui essaient de développer le plus possible pour pouvoir continuer à délivrer un maximum de valeur. Ethereum est toujours le protocole qui développe le plus, et ça depuis des semaines et des semaines et des semaines, donc ça nous rappelle aussi la valorisation que peut avoir Ethereum si jamais on sort de cette torpeur et de ce FUD général autour du protocole, surtout que quand on regarde ce qui est en train de se passer au niveau des altcoins par rapport à BTC, on voit bien que ça s'est resserré, et qu'est-ce qui se passe? On se recalibre quand même grandement par rapport à BTC, BTC repart, on a les alts qui repartent, et à côté, bon, on a un qui est en train de disparaître ici, c'est Keys, tout classique, hein, dessus dans lequel il est en train de chuter, ce qui est plutôt normal, parce qu'on a eu des problèmes dessus, mais ça n'empêche que l'ensemble des altcoins sont en train de suivre, doucement et tendrement BTC, dans l'accélération, et qui nous valide que, certainement, durant ce week-end de Thanksgiving aux USA, on pourrait voir une hyper-accélération du mouvement américain autour des crypto-monnaies, et ce qui serait le début, comme on a pu le connaître en 2020, d'une hyper-accélération BTC, suivie d'une hyper-accélération des altcoins. Et j'espère du coup que vous êtes prêts à cette saison qui va être émotionnellement très intense et dans lequel il va falloir impérativement être capable de contrôler votre euphorie, votre peur, votre cupidité. C'est ce qui fera que vous réussissiez ou non votre bull run. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, c'est très simple. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.